Donc, les métiers. Pour faire tout ça, nous avons besoin de têtes pensantes. Et donc, pour vous présenter peut-être le mieux possible les différents métiers, je repars de cette frise opérationnelle, qui est une frise dont nous nous servons pour expliquer un projet, la vie d'un projet immobilier au sein de l'entreprise. Il commence, je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, avec les équipes développement. Donc, les équipes développement foncier, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le développement foncier, c'est tous ceux qui vont justement chercher des terrains. C'est un métier très large parce qu'il faut à la fois discuter avec les propriétaires, à la fois discuter avec les collectivités locales et puis avec les différentes équipes en interne pour concevoir quel serait le projet qu'on pourrait mettre sur le terrain qu'ils ont identifié. Le développement travaille donc de concert aussi avec le programme. Le programme, c'est vraiment le chef d'orchestre de l'opération. Le programme va coordonner, d'abord concevoir avec l'architecte, les bureaux d'études, toutes les parties prenantes, l'opération et ensuite coordonner sa bonne mise en œuvre. Ensuite, on a le montage technique. Le montage technique, c'est vraiment la conception globale du projet. Où est-ce que c'est l'économie globale du projet, je dirais en vision macro, de pouvoir se dire où est-ce qu'on peut, comment on peut construire intelligemment cette opération, comment on peut mieux, par exemple, aménager un parking, le mettre dans un sens plutôt que dans un autre, parce qu'on va avoir à la fois une économie de frais de structure et peut-être même une ou deux places supplémentaires. Ou parfois, on va perdre une place de parking, mais on va économiser beaucoup d'argent en construction parce qu'on aura fait quelque chose de mieux optimisé. Donc, c'est l'économie globale du projet dont le montage technique a la responsabilité. Il y a, je les ai passés, la commercialisation. La commercialisation des logements neufs, vous savez, c'est ce qu'on appelle la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Ça commence très tôt, c'est-à-dire que l'immeuble n'est pas encore sorti de terre, que nous commençons déjà à vendre les biens. Donc là, il y a des équipes commerciales qui sont à la fois, qui travaillent à la fois sur le prix de vente, quel va pouvoir être le prix de sortie. On regarde là où est situé le terrain, des caractéristiques du projet, de la population, du type du projet. Est-ce que dedans, on a plutôt des studios, des T3, des T4, etc. Est-ce que c'est un environnement d'école, etc., etc. Donc, il faut déterminer un prix de sortie et de le vendre. On a ensuite les achats. Alors, les achats, ce sont les achats techniques, c'est très important chez les promoteurs immobiliers parce que les achats techniques, ça va être, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, que nous, en tant que promoteurs immobiliers, on fait construire. On ne construit pas directement. En tout cas, chez Kaufmann & Broad, on n'est pas une entreprise de construction. Nous, on fait le développement de projets immobiliers. Et donc, quand on fait construire, notre grande aussi particularité dont on est très fier, c'est qu'on fait travailler le tissu local. On travaille avec des corps d'État séparés qui sont implantés localement. Mais quand même, pour pouvoir avoir le meilleur ratio qualité-prix, on fait évidemment des appels d'offres. Et ça, c'est mené par les équipes achats qui sont donc évidemment clés dans notre dispositif. La production, c'est une fois qu'on a conçu le projet, que les plans sont faits, qu'on a fait les appels d'offres. Je simplifie, hein, les opérationnels hurleraient s'ils m'entendent dire ça de manière aussi simpliste. Mais la production, c'est qu'une fois qu'on a construit et conçu ce projet, il faut le mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, il faut être sur le terrain. Nous, en tant que promoteur immobilier, on intervient comme maître d'ouvrage, hein, et donc, on va coordonner sur le terrain avec le maître d'œuvre interne et s'assurer de bon avancement du chantier. En parallèle de ça, on a des équipes relations clients parce qu'évidemment, une vente VFA, c'est long. Entre le moment où on fait la réservation, c'est-à-dire on se dit, bon, on va acquérir ce bien, et le moment où on va avoir la livraison du bien, surtout si on met entre-temps une période Covid avec des arrêts de chantier
des permis reculés en raison des élections municipales qui ont elles-mêmes été reportées, etc., il y a aussi des délais, des retards. Donc, il y a une nécessité de communiquer avec les clients. Donc, il y a toute cette partie de relationnel client qui est évidemment très importante parce qu'on n'achète pas, c'est un bien particulier, hein, on n'achète pas un stylo ou un ordinateur, on achète quand même quelque chose qui coûte très cher. Donc, cette équipe est clé chez un promoteur immobilier, particulièrement chez Kaufmann Broad. Et ensuite, l'équipe SAV. L'équipe SAV, vous savez qu'il y a une garantie décennale sur nos constructions. Donc, il y a un suivi de nos opérations et de leur cycle de vie et d'accompagnement sur l'ensemble de ces sujets. Donc, ça, voilà, je vous ai décrit très brièvement les différentes étapes d'un projet, d'une opération immobilière. C'est vraiment un projet où tout le monde travaille les uns avec les autres. Et donc, à chaque étape de ce projet, en fait, correspondent des métiers. Donc, je vous ai mis après, dans les slides, la présentation de nos différents métiers pour que vous ayez le plus d'informations possible si vous aviez des questions ou des intérêts de vos lycéens pour ces métiers-là, et je l'espère, parce que nous avons besoin de têtes pensantes bien faites. Donc, le développement foncier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles ont pour mission de rechercher, négocier et acquérir des terrains, d'étudier la faisabilité et la rentabilité d'une opération immobilière en tenant compte des critères fixés par la direction. Donc, on est vraiment sur un chasseur de terrain, donc quelqu'un qui va aimer le contact, qui va pas être timide, hein, qui va être ce qu'on appelle parfois le pied dans la porte pour aller discuter, écouter aussi. Hein. Il ne s'agit pas que d'être, entre guillemets, le commercial classique qui ne fait que parler. Il faut aussi avoir un grand sens de l'écoute pour comprendre les personnes, les propriétaires qui sont en face, où est-ce qu'ils en sont de leur projet de vie, qu'est-ce qu'ils veulent vendre, pourquoi, etc. etc. Tout ce qui est ensuite la négociation tout ce qui est la négociation, on a nous-mêmes en interne des modules de formation pour nos équipes de développement foncier qui sont des modules importants parce qu'il y a différentes techniques de négociation. Donc, on forme à la négociation. La faisabilité et la rentabilité, c'est-à-dire qu'évidemment, les développeurs fonciers ne présentent à la direction que des opérations qui sont rentables. Et pour ça, il y a, je dirais, un petit peu de mathématiques. C'est quoi un bilan, c'est-à-dire un coût d'acquisition d'un terrain, un chiffre d'affaires lié avec des ventes, des coûts de construction. On met tout ça dans un petit bilan Excel qu'on fait tourner pour voir quelle est la rentabilité et quelles sont aussi les pistes d'optimisation. Donc, il faut aussi avoir de l'appétence pour ces sujets-là. Donc, vous le voyez, c'est un métier assez complet qui permet de se développer sur pas mal de compétences. Donc, c'est aussi un métier qu'on peut faire en entrée de parcours, je dirais, en sortant de ces études commerciales. C'est principalement des études commerciales, là, mais il peut y avoir, on a des juristes, on a des gens qui font des ressources humaines. Enfin, je dirais, il faut avoir la tête bien faite, du bon sens, des capacités d'écoute, de négociation, de créativité, être travailleur. Faut faire un peu face à la solitude parce que quand même on est pas mal sur la route à aller voir les gens. Voilà, c'est un beau, en tout cas c'est un beau métier qui a plutôt de l'attrait et de l'appétence chez les jeunes. Et on fait beaucoup. Alors oui, je voulais pas préciser, on fait beaucoup d'alternance. Nous, c'est quand même l'alternance et les stages, c'est notre principal vivier de recrutement. Je continue à parler, hein, vous m'interrompez si. Alors, développement, donc, je ne vais pas vous passer toutes les slides, mais vous verrez dans la présentation que vous aurez. À chaque fois, voilà, je vous ai mis de manière un peu plus détaillée le développement. Là, c'est le développement foncier. Qu'est-ce qu'il est clé de savoir et de posséder? Ça donne des contours plus précis au métier. Donc, les responsabilités du développement, piloter un bon démarrage de l'opération, c'est clé.
Comme toute chose, hein, quand ça démarre mal, une dissertation qui démarre mal, c'est rare que ça se termine bien. Enfin, de mes souvenirs. Un projet immobilier, c'est un peu la même chose. Maîtriser l'environnement et les parties prenantes de l'opération, maîtriser les coûts d'achat de terrain et la faisabilité économique du projet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de promettre des 1000 et des 100 à un propriétaire alors qu'on sait qu'on n'achètera pas à ce prix-là. En plus de ça, ça nuit à l'image du promoteur immobilier. Donc, d'être voilà, réaliste sur ce qui va être fait et accompagner les équipes programme, donc notre chef d'orchestre, jusqu'à l'achat du terrain, parce qu'à partir du moment où l'achat du terrain a été fait, les équipes en développement immobilier se consacrent à de nouveaux projets et c'est vraiment le programme qui prend le relais. Voilà, ça c'est encore sur le développement. Ensuite, le programme. Sur le programme, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le chef d'orchestre de l'opération. C'est lui qui va être présent du début à la fin de l'opération jusqu'à le passage de témoins aux équipes SAV. Ils vont s'assurer voilà, de la coordination, de la maîtrise des coûts, du respect des normes, des délais et de la qualité des projets. Parce qu'évidemment, ce qui fait la différence d'un promoteur à un autre, c'est à la fois son expérience auprès des clients et à la fois la qualité des projets. Et là, le programme va être responsable voilà, en tant que chef d'orchestre. Ce qui est très intéressant d'avoir en tête et que je partage avec vous, c'est que nous, chez Kaufmann et Broad, les collaborateurs qui occupent cette fonction viennent pour moitié de la filière juridique et pour moitié de la filière ingénieur. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de contraintes techniques, beaucoup d'enjeux techniques qu'il faut maîtriser et comprendre, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux juridiques, puisque c'est à la fois des accords signés avec les propriétaires, un permis de construire, c'est une somme de normes juridiques. Donc, on a les deux. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un chef d'orchestre, on ne lui demande pas d'être expert. On lui demande en revanche d'avoir un vernis, et un peu plus qu'un vernis, mais les deux s'acquièrent. Si on est juriste, on peut acquérir le vernis technique et vice-versa. Donc, les deux filières sont possibles. Et évidemment, pour nous, la bonne équipe, c'est une équipe qui est constituée de ces divers profils qui vont donc être en réalité très, très, très complémentaires et qui travaillent d'ailleurs très bien ensemble. Donc ça, pardon, j'avais juste une question qui m'était venue à l'esprit, juste à la volée au passage de ce que vous disiez sur la dimension ingénieur juridique. Je suppose que vous mettez en place peut-être des formations à un interne pour équilibrer quelqu'un qui vient d'une dimension juridique. Comment lui faire accéder à l'ingénieur? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés plus d'un côté ou de l'autre? Je ne sais pas, je m'imagine que peut-être la dimension ingénieur est peut-être plus scientifique. Alors peut-être que je me trompe, mais comment ça se passe en fait à l'intérieur, cette mise à niveau, on pourrait dire? Alors, effectivement, nous, on a pour chaque filière, vous voyez, en fait, là, je vous ai mis des slides qui sont très chartés, parce qu'on a on a des filières de formation par métier avec différents, il y a toujours une dizaine de modules. Et en fait, chaque collaborateur qui rentre chez Kaufmann rentre automatiquement dans un parcours de formation. Donc, ça c'est pour tout le monde qui va venir compléter sa formation initiale s'il sort de l'école. Et s'il a déjà eu une expérience professionnelle, on lui refait quand même faire le parcours de formation. Alors ensuite, selon s'il est chargé de développement, responsable de développement ou directeur de développement, il n'aura pas le même niveau de formation, évidemment, parce que son expérience n'est pas la même. Mais on refait quand même tout le temps des formations parce qu'il y a aussi, entre guillemets, la méthode Kaufmann comme chacun a sa propre méthode. Voilà. Donc, effectivement, et on va mettre prioritairement, pour répondre à votre question, quelqu'un qui est juriste, on va mettre prioritairement sur des modules techniques de la filière programme. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des formations techniques aussi poussées que les collaborateurs qui sont à la technique. Voilà. Et ensuite, il y a la formation et puis il y a la réalité. Enfin, je pense que je peux imaginer qu'on soit un grand nombre d'accord sur ça, c'est que c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire que, bon, c'est comme un oral, quoi. Je veux dire, on est meilleur quand on en a fait 10 que quand on n'en a jamais fait. Donc, c'est la même chose
pour un responsable programme. C'est pour ça qu'ils rentrent chargés de programme pour vraiment faire leur formation sur ces sujets-là et leur permettre d'acquérir ce vernis. Puis ils deviennent responsables de programme et ensuite, évidemment, directeurs de programme avec tous les enjeux que ça comporte. Et c'est un métier qui est qui est très valorisé en interne et qui est très attractif sur le marché. Alors justement, pour rester sur cette question, les personnes qui rentrent dans ces métiers, en général, ils rentrent avec quel niveau de formation initiale à peu près, pour revenir à une question qui a été posée dans le chat? Alors, sur le programme, on a plutôt des bac plus 4 ou bac plus 5, enfin pas mal de bac plus 5, hein, c'est les écoles d'ingé, puis des master 2 en juridique. Sur les juristes, c'est quand même des juristes qui ont fait un master 2 enfin, ils ne sont pas forcés. À un moment donné, ils ont fait un master sur le droit immobilier ou le droit de l'urbanisme, enfin quelque chose voilà, un peu large. Pour le développement foncier, on a des licences, on a des BTS, on a des IUT, on a des bac plus 5, on a des écoles de commerce. En fait, alors oui, il y a des écoles de promotion immobilière, mais pour faire du développement foncier, il n'est pas du tout obligatoire d'être passé par une école de promotion immobilière. Enfin, vous l'avez compris, moi, c'est ce que j'appelle avoir une tête bien faite. C'est-à-dire que si on a les bonnes qualités relationnelles, les bonnes qualités d'écoute et qu'on a envie d'apprendre, comme nous, par exemple, chez Kaufmann & Broad, on a un programme de formation pour les développeurs qui arrivent. Un développeur peut arriver, un nouveau peut arriver sans jamais avoir fait de développement immobilier et n'avoir pas fait d'école immobilière, ne pas connaître le droit immobilier, on va lui apprendre. On est beaucoup plus sensible à ce qu'on appelle, excusez-moi pour l'anglais, les soft skills, parce que c'est ça qui va faire un bon développeur foncier. Bon, ensuite, il faut qu'il sache compter, évidemment, mais bon, ça, comme tout métier. Hein. Et sur les alternants, parce que vous disiez que c'était quand même un vivier pour vous de recrutement, ouais. Sur les alternants que vous recrutez, est-ce que vous en gardez une part importante ou est-ce que la plupart continuent leur cursus ailleurs? Alors, on en garde 40%. Ah. 40% tout de suite à la sortie de l'alternance. Et il y en a qu'on recrute après. C'est-à-dire qu'ils partent parce qu'ils veulent quand même aller faire… ensuite, ils ont fait leur classe chez nous et il y en a aussi qui veulent aller voir ailleurs, ce qui est compréhensible, pour voir comment c'est. Et donc, puis il y en a aussi qu'on laisse partir ailleurs parce qu'on considère aussi que d'un point de vue maturité, ils ont aussi besoin d'aller se frotter un peu au monde du travail parce que quand on est en alternance, c'est exigeant, c'est exigeant et on est très exigeant, enfin voilà, vis-à-vis de nos alternants, mais c'est vrai qu'aussi, ils sont encore en phase d'apprentissage, donc on a aussi beaucoup de tolérance. Quand on passe après on a un CDI, on n'est plus, c'est plus la même chose, donc parfois on laisse aussi partir des alternants, mais il y en a pas mal qu'on récupère après 3 ans, 5 ans, 7 ans après. Il faut savoir que la promotion immobilière, ça fait partie de ces activités, comme il n'y a pas… c'est un secteur où il y a peu d'acteurs majeurs, on va dire, donc ça tourne très vite. On voit fréquemment un collaborateur qui était là chez Kaufmann et qui peut revenir 10 ans ou 15 ans après. D'où l'importance de ne pas se fâcher. C'est une parenthèse. Donc oui, mais l'alternance, moi je ne peux que conseiller aux étudiants de privilégier les stages s'ils ne sont pas très études ou qui voilà d'aller choisir des filières avec de l'alternance. L'alternance, nous on a 75 alternants chez Kaufmann & Broad. Pour vous donner, on est 800 collaborateurs, hein, donc c'est presque 10% de l'effectif. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et vraiment, l'alternance, c'est très, très apprécié de la part des étudiants parce que d'alterner entre cette formation scolaire et ensuite la vie de l'entreprise à long terme, c'est-à-dire que nous aussi, on prend le temps de les intégrer parce que c'est long d'intégrer un jeune, de lui apprendre le métier, de lui expliquer les choses. Et l'intérêt avec l'alternance aussi, moi je trouve par rapport au stage, c'est que les temps sont plus longs. Donc on a plus le temps de travailler avec un jeune.
Donc ça vraiment, c'est très positif. Alors, et de faire aussi des années de césure. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions justement qui sont posées par rapport à ça. C'est pour ça que c'est sur en particulier l'alternance, c'est une question sur en fin de compte, est-ce que c'est pas plus en BTS, une alternance, acquérir ensuite, faire son expérience par des soft skills et monter en interne, ou alors, enfin, je sais pas, ce sont des profils peut-être différents, ou est-ce qu'on peut conseiller ça à des élèves de rentrer peut-être à ce niveau-là, plutôt que peut-être arriver pour plus tard avec des études, mais sans les soft skills dont vous parliez? C'est-à-dire que, bon, vous l'avez compris, moi je suis très, mais on est beaucoup de DRH, apprenez l'alternance parce que on voit bien les bienfaits de cette alternance. Ensuite, je dirais, ça dépend du profil de chaque lycéen, mais on va dire qu'un lycéen qui est à peu près bon partout, ni mauvais, ni excellent, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, ce qui est totalement compréhensible parce que là, pour le coup, c'est peut-être, avec ma casquette de maman, c'est pas forcément facile à 17 ou 18 ans de savoir ce qu'on a envie de faire. Donc, si on est un peu dans le flou, on va dire, tout ce qui est les écoles de commerce post-bac, c'est les concours Sésame et Access. Tous ces concours-là sont vraiment très, très bien. Ensuite, la particularité de ces écoles-là, c'est que quand même, il y a des masters intégrés, donc vous vous embarquez quand même pour 5 ans. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément sûr, 5 ans, ça peut faire beaucoup. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, tout ce qui est IUT, BTS, licence, moi, je trouve que c'est super. Avec de l'alternance et pour ceux qui sont à l'université, de se forcer à faire des stages, voire même une année de césure et faire un an en entreprise avec une convention de l'université. Moi, je trouve que c'est très, très positif parce que ça permet de découvrir, les métiers, de découvrir ce que c'est que la vie en entreprise. Parce que ce qui est normal, les étudiants ne savent pas encore. Alors, ils ont fait leur stage de troisième ou de seconde, mais ils ont juste touché du doigt. Donc oui, moi, je pense que, en tout cas, ceux qui sont vraiment pas sûrs, il y a les écoles par rapport aux écoles de commerce post-bac où c'est pour 5 ans, peut-être qu'aller dans une filière qui est d'abord une formation de 3 ans, ça permet ensuite d'aller choisir un autre master qui sera peut-être, ils auront découvert quelque chose, par exemple les ressources humaines ou le développement durable, et ils voudront se spécialiser en développement durable sur quelque chose de très précis parce que là aussi, et en plus de ça, on est dans une époque où il y a énormément de métiers qui sont en train nouveaux, qui sont en train d'exister. Je suis arrivée il y a 3 ans chez Kaufmann Broad, on n'avait pas d'écologue. Là, maintenant, on est en train de réfléchir à recruter des écologues parce que ce sont des nouveaux métiers et on a besoin, sur les projets, de réfléchir à l'économie de l'écologie, on va dire. Donc c'est pas, je veux dire, il va aussi se développer tout un tas de nouveaux métiers. Et pour des gens qui partir sur une filière de 3 ans, c'est se donner aussi la possibilité ensuite de choisir une spécialisation. D'accord. À condition de l'intégrer dans une alternance qui permet de bien tester, des stages qui permettent de bien tester ce que l'on aime en fait. Exactement. Parce que l'alternance, ça permet aussi, alors c'est toujours mieux d'aller dans une alternance où on a choisi, ou un stage, quand on commence par un stage, et c'est pour ça que moi je prône aussi tout au début, même pour les premières années ou les deuxième année, de faire des stages, parce que le stage, ça permet aussi de se dire, mais en fait, ça, c'était intéressant, mais j'ai pas envie de le faire. Par exemple, je fais un stage au commerce, c'est hyper intéressant, mais le commercial, c'est pas pour moi et je vais préférer plutôt la phase amont avec le marketing. Et peut-être pour rejoindre une question qui est dans le chat, vous disiez que les compétences, elles avaient quand même tendance à beaucoup évoluer, qu'il y avait des besoins nouveaux de l'entreprise. Et est-ce que ça fait écho au sein des écoles dans lesquelles vous recrutez? Est-ce que vous arrivez à nouer un dialogue avec les écoles qui vont être à l'écoute de vos besoins et parfois peut-être réorienter leur module de formation? Alors, on a des écoles partenaires, mais ça, comme toutes les entreprises avec lesquelles on travaille,
spécifiquement et sur lesquels on est effectivement dans l'échange. Et ces écoles-là, je pense par exemple à l'ESTP, école d'ingénieurs. Le STP, oui, évidemment, ils sont preneurs de nos retours et puis eux aussi font en sorte d'être, on va dire, connectés pour intégrer toutes les évolutions et faire évoluer leur propre module de formation. Et je trouve que je trouve que l'adaptation est plutôt assez rapide. Ensuite, je trouve que le vrai enjeu, c'est pour nous en entreprise de former, c'est-à-dire, moi je pars du principe, et c'est notre postulat au sein de Kaufmann & Broad, que quand on a une tête bien faite, on peut tout faire, dès lors qu'on accompagne, dès lors qu'on explique et qu'on forme. Bon, évidemment, je ne vais pas, je veux dire, quelqu'un qui est, je veux dire, même les achats techniques, par exemple, évidemment, c'est rassurant si on a déjà fait de la promotion immobilière et qu'on sait faire des appels d'offres sur des lots d'électricité, des lots de je ne sais quoi, parce qu'on connaît la technicité de ça. Mais ceci dit, tout s'apprend. Et il nous arrive, nous, de recruter pour des responsables d'achat, des gens qui ont fait des achats, mais jamais dans la promotion immobilière, par exemple. Donc, on forme, que ce soit à l'activité, que ce soit au métier. C'est aussi notre rôle d'entreprise que de former à la spécificité de nos besoins. Et dans ces nouveaux besoins qui se font apparaître, qui se font jour, pardon, notre responsabilité aussi, c'est d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent acquérir les compétences. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, oui. Oui, et c'est un discours, je pense, c'est important pour nous, pour transmettre aux élèves, dans le sens où c'est un discours aussi qui peut donner confiance aux élèves, ça. En leur disant, voilà, vous apprendrez aussi des choses dans le métier et votre formation. Il n'y a pas une séparation entre, on va dire, les études académiques et le métier. Et donc, il y a une formation dans les études académiques, mais aussi dans le métier. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, la conception, c'est le montage et les achats techniques, hein, toute l'économie globale du projet et tous les achats. Donc là, c'est une fois que le programme a travaillé à la réalisation, à la conception du projet immobilier avec les architectes et les bureaux d'études, que des plans ont été faits, maintenant on exécute le rêve, on exécute l'ambition. Et donc, pour ça, il faut évidemment que les achats techniques négocient les marchés travaux et qu'ils les négocient dans le respect des spécificités techniques du projet tel qu'il a été conçu et dans le respect des enveloppes budgétaires telles qu'elles ont été dessinées, décidées au début du projet. Donc, c'est pour ça que dès le départ, c'est aussi un travail d'équipe, c'est que dès le départ, on fige l'économie du projet et qu'il n'est pas non plus question d'avoir trop de dépassement de coûts de travaux, puisque sinon, à la fin, ça sera malheureusement peut-être aussi le client qui en sera, auprès de qui ça sera répercuté. Alors, on essaye que ce soit évidemment pas le cas. Donc, voilà, les équipes conception et achat technique, qui sont aussi des métiers importants. Alors, souvent, on a chez les achats, c'est quand même souvent des profils école de commerce, IUT, BTS, licence. Et conception technique, là, on va être en revanche plus sur là aussi un profil ingénieur. Et les métiers de la production. Donc là, ces métiers-là sont garants de la bonne exécution des travaux et de la qualité des finitions. C'est eux qui accompagnent la sortie de terre du projet immobilier. Voilà, et qui feront ensuite la passation avec le SAV. Et donc, la production, il y a tous les enjeux de sécurité et d'hygiène sur les chantiers, parce que aussi à l'égard de tous les corps d'État qui interviennent. Je vous laisse imaginer ce que ça a été en période de Covid, de devoir s'adapter aussi. Donc là, par exemple, notre rôle a été d'accompagner les équipes, tout ce qui est la réglementation technique, les budgets et les plannings de travaux, et en fait tous les process de qualité interne que l'on peut avoir pour aussi répondre à nos différents enjeux, y compris RSE.
voilà. Et donc, je vous mettais un petit slide sur la formation, juste pour vous dire que oui, nous, on forme. Ça fait partie des enjeux forts. On forme à la fois en présentiel, en distanciel. On a une plateforme de formation. On a des formations obligatoires. Et voilà. Et j'arrive au bout de notre présentation de ce que je voulais partager avec vous et avec plaisir pour répondre à d'autres questions complémentaires. Très bien, merci. Il y en a justement une qui vient d'être posée, qui est très intéressante sur la fabrication des métiers, en fait, avec l'expression de référentiel de compétences. Ouais. C'est-à-dire que, donc je voulais la question, avec la présentation de vos métiers, avez-vous un référentiel de compétences afin d'assurer l'évolution des compétences, notamment des soft skills, et quels sont les facteurs qui permettent son évolution à ce référentiel de compétences? Oui, on a un référentiel de compétences, c'est-à-dire que j'explique en 2 mots pour que ça soit clair pour tout le monde. En fait, on a des filières métiers et à l'intérieur, par exemple, dans la filière technique, il y a plusieurs métiers. Il y a les métiers de production, il y a les métiers de conception technique, les métiers d'achat. Et en face de chaque métier, on a des compétences associées. Voilà. Et ces compétences associées, en face de ces compétences associées, on met des programmes de formation pour développer ces compétences. Et on a un programme d'évaluation de ces compétences à travers les entretiens annuels. Et tous les ans, on a un comité de pilotage avec des experts de ce métier-là pour regarder avec eux si on doit faire évoluer le référentiel de compétences et si qu'est-ce qu'on doit faire évoluer dans la formation, sur quoi on met l'accent cette année, etc. etc. D'accord. Vous avez, quelle est juste par rapport à cette question-là, quelle est la place des discussions que vous pouvez avoir avec les partenaires sociaux concernant ces compétences-là? C'est-à-dire des compétences, par exemple, des questions de polyvalence liées à une évolution d'un métier. Comment ça peut se présenter, comment ça peut se négocier, comment ça peut se concerter en fait? En fait, donc nous, on a des représentants du personnel, hein, on a un comité social et économique, on a des organisations syndicales avec qui on a un dialogue social de très bonne qualité. Donc, tous les ans, on leur fait une présentation dans le cadre de nos obligations légales sur la formation, les axes prioritaires de la formation, les axes stratégiques de l'entreprise. Donc, on partage tout ça avec eux. On leur fait part de voilà, ce qui nous semble prioritaire. On a des débats plutôt constructifs sur le sujet. Et s'ils ont des remarques à faire, ils nous les font. Mais voilà. D'accord, merci. Je ne sais pas, Tarek, moi j'avais des questions sur le RSE que j'ai pris tout à l'heure. Mais... Là, je vois l'entreprise dispose-t-elle d'un dispositif de masterclass. Donc, oui. En fait, juste pour dire, on a, en fonction des sujets, des événements, on peut faire par thématique des masterclass. Oui, ce sont des choses qu'on fait à la demande. Là, on l'a fait sur l'évolution de la réglementation, ce qu'on appelle la RE 2020-2020, justement sur ce sujet-là. Voilà. Et on essaye aussi, pour compléter peut-être ma réponse tout à l'heure sur les partenaires sociaux, avec les partenaires sociaux, on essaye quand même de compléter, on est tous, en tout cas, on a un objectif commun de mobilité forte des collaborateurs au sein de l'entreprise. Recruter un collaborateur, ça a un coût. L'intégrer, ça a un coût. Donc, notre enjeu, c'est quand même de retenir les collaborateurs le plus longtemps possible dans l'entreprise. Toutes les entreprises ont le même enjeu, hein, c'est de ne pas avoir un turnover qui soit trop important. Et donc, une des possibilités aussi, quand on ne peut pas forcément franchir tous les échelons, parce qu'il n'y a pas le nombre de directeurs est moindre que le nombre de responsables, un des enjeux, en revanche, c'est d'élargir son panel de compétences et de changer de métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on favorise, qu'on tente et qu'on soutient, et avec le soutien des partenaires sociaux sur ce sujet-là, et qui est plutôt bien vu et bien apprécié, parce que aujourd'hui, je pense qu'on fera tous plusieurs métiers dans notre vie, et ceux que vous avez en cours aujourd'hui particulièrement. Moi, par exemple, j'en suis à mon 2e métier. J'ai été avocate pendant 10 ans avant
avant de passer côté ressources humaines. Et je pense que je ferai un troisième métier après, je ne sais pas encore lequel. Mais donc, par rapport peut-être aux générations précédentes, le fait de changer de métier et de réapprendre, la notion d'apprentissage permanent est assez développée. Avant peut-être de passer à la RSE, Michel, tout à l'heure, il y avait une question, mais je ne la retrouve pas dans le chat, c'était sur la question de la féminisation des emplois, Oui. notamment de la construction. Et une collègue qui faisait appel à vous sur les arguments qu'on pouvait présenter à des étudiantes pour s'orienter vers ce type de métier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors surtout, avec grand plaisir pour vous puissiez donner nos numéros de téléphone, qu'on puisse leur expliquer, leur faire rencontrer des femmes ingénieurs ou des femmes qui n'ont pas été ingénieurs mais qui travaillent dans la promotion immobilière et sur les chantiers. Il y a évidemment des représentations très genrées sur ces métiers. Est-ce qu'une femme peut-elle aller sur un chantier? Et on fait nous-mêmes dans les écoles d'ingénieurs des after-work, des conférences sur la femme ingénieure, par exemple, parce que encore trop peu, alors qu'elles ont choisi déjà cette voie-là, osent aller sur les chantiers. Alors, je dirais qu'en fait, on bénéficie du travail qui est aussi fait par les écoles. Les écoles d'ingénieurs, je ne parle pas de la filière juriste, parce que dans la filière juriste, il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, donc mécaniquement arrive aussi par la filière juriste plus de femmes. C'est plutôt par la filière ingénieur où on avait historiquement plutôt des hommes, déjà chez les ingénieurs, et dans la construction et le bâtiment, encore plus historiquement des hommes. Donc là, on travaille beaucoup avec les écoles d'ingénieurs pour montrer que voilà, être une femme sur un chantier, parce que c'est un peu l'image stéréotype, ça se passe très bien. Voire même qu'il y a une performance certaine des femmes sur les chantiers. Mais en tout cas, oui, c'est un travail de longue haleine et ça commence à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes en école ingénieure. Donc, nous aussi, on arrive à recruter plus de femmes aujourd'hui sur les métiers techniques et programmes que là où on en... qu'hier. Mais ce n'est pas encore gagné. En tout cas, votre proposition de faire le lien et d'échanger avec les collègues, ça peut intéresser. Il est entendu, je vous remercie. Non, mais on peut même organiser sous ce format-là un webinaire avec des témoignages chez nous de femmes qui ont choisi cette voie-là et comment elles l'ont vécu et qu'elles témoignent elles-mêmes, hein, parce que c'est toujours très riche et en fait, ça marche toujours très bien. Merci. Passer sur les questions de RSE, Michel? Ouais, non, mais il y avait une salve de 3 questions qui avaient été posées. Alors, vous verrez si vous pouvez synthétiser, mais il y avait une question qui posait sur les questions de lien social au tout début. Quelles peuvent être les solutions qu'apporte Kaufmann & Broad par rapport à la question du lien social? On peut relier ça peut-être à la question du télétravail. Et puis, un petit peu à part, il y avait la question aussi de la pollution sonore, du poids de cette pollution. Est-ce que c'est un enjeu aussi qui prenait peut-être plus de place? Voilà. Donc, peut-être avec... Alors, si j'oublie des questions, Michel, il faudra me les rappeler au fur et à mesure. Mais peut-être juste pour ne pas perdre le fil, parce que je vois une question sur qu'entendez-vous par encourager sur le changement de métier. Juste pour répondre, pour que ça soit complet, c'est que nous, quand on a des collaborateurs, ce qu'on appelle des talents, et qui sont, qu'on les sent un peu essoufflés sur leur métier, qu'ils ont envie de changer. Là, par exemple, on avait le cas d'un commercial. On lui a proposé de devenir développeur foncier parce qu'on a des compétences à la base qui sont communes. Ce n'est pas le même métier, mais ensuite, on va lui apprendre. Et on va le mettre dans des formations d'experts et puis on va le mettre avec un directeur de développement et ils vont travailler en binôme parce que c'est aussi en faisant qu'on apprend le mieux au-delà des formations. Donc, quand je veux dire qu'on encourage, ce n'est pas que par la formation, c'est que nous, quand on voit quelqu'un avec du potentiel, mais qu'il est en risque de partir parce qu'il ne s'épanouit plus sur son métier, on est aussi capable de lui proposer un métier sur lequel il y a une passerelle parce qu'il y a des compétences communes. Voilà ce que je voulais dire, si c'était... je ne m'étais pas forcément exprimé clairement. Ensuite, sur la RSE, donc sur le lien social, c'était ça? La question du lien social, peut-être qu'on peut mettre un lien avec la question du télétravail, du travail à domicile.
Oui, alors, nous, sur le télétravail en tant qu'entreprise, c'est ça? Oui, enfin, oui. Non, enfin, je pense que c'était l'aménagement du logement. C'était une question qui était par rapport à ça. Plutôt Oui, l'aménagement ben, du logement. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aménagement du logement par rapport à ça, euh, en fait, pour avoir plus de place pour le télétravail, il faut plus de mètres carrés. Voilà. Et pour avoir plus de mètres carrés, en fait, il faut les payer, les plus de mètres carrés. Alors, il y a un des enjeux avec les partenaires, avec les collectivités territoriales, c'est de réfléchir en termes d'aménagement urbain à d'autres systèmes, avec peut-être plus de coworking aussi, mais voilà, comment aussi nous, entreprises, on finance le coworking, comment les collectivités financent le coworking, comment le collaborateur. Enfin, c'est plutôt, je dirais, un modèle d'organisation du travail global qu'il faut repenser et chacun a sa partition à jouer. Le salarié, l'entreprise et éventuellement la collectivité territoriale dans les espaces qu'elle peut mettre à disposition. Parce que tout ne va pas se résoudre par le logement, parce que qui dit plus de mètres carrés dit plus de pouvoir d'achat. Et pour le Enfin, je le vous, fais de manière très simpliste, hein, vous bien m'en sûr. voudrez pas, mais… Et pour le coup, vous, à Kaufmann Broad, le télétravail, vous, dans l'entreprise, quelle place il prend? Alors, nous avons signé un accord de télétravail. Toutes les fonctions ont une journée de… Alors, je parle hors Covid, hein, en situation normale. Chaque fonction a une journée de télétravail par semaine. Et certaines fonctions, comme par exemple la comptabilité, le marketing, etc., peuvent avoir 2 jours jusqu'à la moitié de la semaine en télétravail. Donc voilà, là où, et si on a des collaborateurs qui, pour autant, même une journée par semaine, ne veulent pas de télétravail, et là, ils doivent renoncer, faire acte de renonciation à la journée de télétravail. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu différent parce que là, on est plutôt à 3 jours de télétravail par semaine. Voilà. Mais tout l'enjeu est de trouver l'équilibre. Nous, vous l'avez compris, on a un métier de projet. Donc, un métier de projet, c'est un métier où, à un moment donné, on a besoin d'échanger. Et parfois, l'échange par visio ne suffit pas. Et il y a un vrai besoin d'être au contact, d'être dans ce brainstorming d'idées, dans cet échange, dans cette créativité, dans cette stimulation qu'elles se mettent en place. Donc, c'est trouver tout l'équilibre entre la présence au bureau pour le travail d'échange collectif partagé et le travail plus individuel de concentration, on va dire, à son domicile ou en tout cas dans un lieu tiers, avec ce qui veut dire aussi une adaptation du management qui ne manage pas de la même manière, etc. Donc, oui, mais en ça, la période, malgré les contraintes évidemment qu'on connaît tous et qu'elle recède, présente aussi une formidable opportunité de développement et de repenser nos modèles. Tout à l'heure, Bertrand Hérault a utilisé une expression qui a retenu mon attention, c'est celle du bâtiment résilient. Résilient. Résilient, ouais, désolé pour l'accent, du coup. Non, mais c'est pas ça, je crois que j'ai une mauvaise connexion, je n'entendais pas la fin de la phrase. Donc, bâtiment résilient, alors lui, il a évoqué sous l'angle écologique. Comment vous le définiriez, vous, ce bâtiment résilient? Alors, écoutez, d'abord, je veux faire acte d'humilité parce que moi, je fais des ressources humaines, hein, donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à ça. Mais on va dire que le bâtiment résilient, c'est avant tout celui qui a l'empreinte carbone la plus faible. Mais là, je me réfère à ce que disait aussi Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que les logements neufs sont en termes d'empreinte carbone bien plus résilients que les logements anciens. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris et tout le monde le sait. Donc ça, c'est la première chose, d'empreinte carbone à tous les niveaux. Et ensuite, est-ce qu'on peut aussi imaginer amener… enfin là, je sais que quand on parle de bâtiments résilients, on parle principalement de l'empreinte carbone. Mais ensuite, un bâtiment qui est bien, en fait, c'est pas il y a le bâtiment bien conçu, puis ensuite il y a le projet bien conçu, c'est-à-dire un projet qui s'intègre dans la vie de quartier, qui répond aux besoins
de solidarité, de lien social? Est-ce que vous avez, si c'est un quartier dans lequel vous avez, je ne sais rien, particulièrement des personnes âgées, est-ce qu'il y a des écoles à côté ou avec des partenariats qui peuvent être faits entre les écoles et des associations de personnes âgées? Je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a toute cette, je dirais, il y a le bâtiment résilient et le projet résilient.